J'ai toujours été la discrète aux barbecues familiaux. La fille qui arrive en retard, repart tôt, et ne dit pas grand-chose entre-temps. La plupart de mes proches ne savent même pas ce que je fais dans la vie, et les rares qui croient le savoir se trompent généralement. Ce n'est pas que j'essaie d'être mystérieuse, simplement, je n'ai jamais senti que m'expliquer changerait quoi que ce soit. Dans une famille pleine de personnalités extraverties et d'opinions tonitruantes, il n'y a jamais vraiment de place pour la nuance. Je sers dans l'armée de l'air. Je pilote pour vivre. Mais pour eux, je suis juste Isabelle. La cousine qui porte ses cheveux en chignon, ne boit pas et participe rarement quand la conversation tourne à la politique ou au sport. J'ai appris tôt que si on ne dit pas grand-chose, les gens remplissent les blancs pour vous et, la plupart du temps, ils ne brossent pas un portrait très flatteur. J'ai toujours veillé à laisser ma casquette de service et tout un signe d'unité dans la voiture. Je parlais en phrases lentes et complètes, en éditant soigneusement les acronymes et le jargon technique. J'étais Isabelle, pas la pilote, parce que la pilote ne rentrait pas dans le cadre familial. Le barbecue de l'été dernier est celui qui m'a marqué. Je venais de terminer une semaine infernale. 5 jours de vol de nuit consécutifs, 0 sommeil et une inspection surprise qui a failli ruiner le rapport de préparation de mon unité. J'ai atterri à la base juste avant l'aube, je me suis douchée dans un vestiaire qui puait le carburant d'avion et la moisissure, puis j'ai conduit directement chez mon oncle parce que j'avais promis à ma mère d'y être. La cour arrière était déjà bondée quand je suis arrivée. Des enfants courant dans les arroseurs, quelqu'un diffusant de la musique country d'un haut-parleur portable, et la foule habituelle rassemblée autour du grill. Mon cousin m'a tendu une assiette et a fait une blague sur moi, en disant que j'apparais enfin comme un fantôme de l'armée. J'ai souri. J'y suis habituée. C'est ce qui a suivi qui m'a frappé comme un coup de poing. Oncle Frank, ancien marine à la retraite, propriétaire d'une chaîne de garages automobiles, qui ne rate jamais une occasion de rappeler aux gens qu'il a servi en combat réel, s'est tourné vers le groupe et a dit « Je veux dire, qu'est-ce qu'Isabelle fait même dans l'armée? Du classement? De la planification? Probablement juste pousser des papiers derrière un bureau quelque part en sécurité. Tout le monde a ri. Pas de manière cruelle. Pas exactement. Juste de cette façon facile et dédaigneuse dont les gens rient quand ils ont l'habitude de vous ignorer. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas corrigé. Je suis restée là, tenant une assiette de côtes que je n'avais pas envie de manger, et j'ai hoché la tête comme si c'était normal. Mais ce n'était pas normal. Ce n'était même pas proche. Ce moment-là, juste là, sous l'ombre du parasol de la terrasse, avec l'odeur de la fumée de barbecue et de la crème solaire dans l'air, c'est là que quelque chose en moi s'est tu d'une manière inédite. Pas le genre de silence qui évite l'attention, le genre qui observe, attend et se souvient. J'ai regardé Frank. Son dédain n'était pas juste de l'ignorance. Il était enraciné dans le schéma rigide qu'il avait de ce qu'un vrai soldat, et certainement une vraie femme, devrait être. Il ne rejetait pas mon service. Il protégeait sa propre histoire, celle où son expérience était la seule qui comptait. Frank a continué à parler. Quelque chose sur le fait que l'armée n'était plus ce qu'elle était. À mon époque, a-t-il commencé, parce que, bien sûr, et il s'est lancé dans une histoire à moitié oubliée, sur des patrouilles dans la jungle, et dormir d'un œil ouvert. Tout le monde écoutait, comme s'il l'avait entendu une douzaine de fois. Il l'avait probablement. Je me suis dirigée vers le bord de la cour, feignant de vérifier mon téléphone. Je n'étais pas en colère, pas exactement. C'était plus comme ce poids familier qui s'enfonçait, pressant sur ma poitrine. Peu importe depuis combien de temps je servais, ce que j'avais fait ou où j'avais été. Dans cette cour, à cette table, j'étais toujours juste la fille qui avait quitté la maison et était revenue plus silencieuse. La vérité, c'est que j'aurais pu le faire taire. J'aurais pu leur parler des heures de vol, de l'entraînement, des missions dont ils n'entendraient jamais parler aux nouvelles. J'aurais pu expliquer ce que c'est que de voler bas et vite au-dessus d'un terrain hostile, en regardant le monde se brouiller sous vos bottes. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je savais que rien de tout cela ne compterait pour eux comme ça comptait pour moi. Au lieu de cela, je me suis assise avec une assiette en plastique de salade de pommes de terre et j'ai écouté Frank parler de comment les jeunes d'aujourd'hui ne tiendraient pas 5 minutes dans un échange de tirs. Mon cousin a hoché la tête, mâchant des côtes.
Mon oncle a ri à ses propres blagues, et je suis restée assise là, entourée de mon propre sang, me sentant comme une étrangère dans un uniforme que personne ne pouvait voir. C'est une chose étrange, d'être invisible en pleine vue. On commence à se demander si peu, on a imaginé tout ça, le danger, la responsabilité, le cran qu'il a fallu pour survivre à tout, mais, au fond, je connaissais la vérité. Je n'étais juste pas sûre qu'il serait un jour prêt à l'entendre. Cet après-midi s'était tiré comme une bobine au ralenti. Le soleil brûlait trop fort. La nourriture avait un goût de carton. Et chaque fois que je regardais Franck, tout ce que j'entendais était sa voix, probablement juste pousser des papiers. Ce n'étaient pas les mots qui faisaient le plus mal. C'était la facilité avec laquelle il venait, la façon décontractée dont quelqu'un pouvait effacer tout ce que j'étais avec une phrase paresseuse. Et je suis restée assise là. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Pas une fissure bruyante et dramatique. Juste une petite cassure nette. Une qui ne saignait pas mais ne guérirait pas tout à fait. La mission est arrivée juste après 2h00. Nous étions en attente depuis plus de 16 heures, et tout le monde fonctionnait à la caféine et à la tension. L'ordre est tombé qu'une équipe de SEAL était coincée à l'extérieur de Raqqa, prise dans une zone de mort avec une couverture aérienne limitée et aucun moyen de s'enfuir à pied. La salle des opérations était un modèle d'efficacité froide sous les néons. L'air était épais d'une odeur de café rassis et d'ozone. Avant de me diriger vers l'avion, je suis restée un moment, laissant le son de ma propre respiration me stabiliser. C'était mon sanctuaire, un endroit où mes qualifications comptaient plus que mon genre ou mon nom. Je me souviens d'avoir regardé les coordonnées et d'avoir su tout de suite que ce ne serait pas propre. Le terrain était chaud, inégal et grouillant d'hostile. Le commandement a dit que les chances n'étaient pas grandes, mais nous étions le seul appareil assez proche, avec une chance de les sortir vivants. Je n'ai pas hésité. J'ai revérifié l'équipement, je me suis verrouillée dans le cockpit, et j'ai fait un seul signe de tête à mon copilote. Nous étions en l'air en moins de 10 minutes, traversant la nuit avec toutes les alarmes dans ma tête qui sonnaient. J'ai volé dans des endroits difficiles, mais celui-là vibre encore dans mon sang. Nous n'avions pas de temps pour les doutes. La zone d'atterrissage était entourée de tirs d'armes légères et illuminée comme un feu de camp. J'ai dû voler sous le profil radar, en rasant le sol si près que je pouvais sentir le sable brûler sur les moteurs. Mon manche était verrouillé. Une erreur et nous serions fumés dans un cratère. Ils n'enseignent pas cette partie à l'entraînement. Comment voler stable quand votre cœur est dans la gorge? Comment écouter au-delà des parasites et faire confiance aux instincts qui vous ont sauvé la vie une fois et pourraient devoir le refaire? Nous avons atterri durement, les patins grinçant sur la roche. Mon équipage a bougé vite. 2 SEAL étaient blessés, l'un à peine conscient. Les autres assuraient la couverture pendant que nous les hissions à bord. Je suis restée aux commandes, mains verrouillées, la sueur coulant dans mon dos. Des roquettes sifflaient au-dessus pendant que nous décollions. J'ai viré serré, grimpé vite et foncé hors de là, comme si nous avions volé quelque chose. L'appareil a pris un coup à la queue. Mais nous avons réussi. Personne n'est mort cette nuit-là, pas sous ma garde. Quand nous avons atterri de retour à la base, l'équipe de SEAL est venue me trouver. L'un d'eux, grand, silencieux. Le genre qui ne sourit pas facilement. M'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu as volé comme la mort elle-même. » Froide, précise, intouchable. Un autre gars derrière lui a marmonné. Reine de la faucheuse. Des heures plus tard, après le débriefing et les vérifications de maintenance, j'ai enfin enlevé mon casque. L'air sur la piste était frais et ténu. Je pouvais sentir le tremblement dans mes mains. Pas de peur, mais de l'adrénaline qui quittait enfin mon système. C'était l'épuisement le plus profond que je connaissais, mais il venait avec un calme tout aussi profond. La connaissance que j'avais accompli une mission et sauvé des vies. Ce sentiment était le seul insigne dont j'avais besoin. Ça a collé. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas revendiqué. Mais à partir de cette nuit, c'est comme ça qu'il m'appelait sur le terrain. Et chaque fois que quelqu'un l'utilisait, je me souvenais de cette mission, de ce vol, de ce moment où la peur et la concentration devenaient la même chose. Je n'ai jamais dit à ma famille. Pas parce que je cachais quelque chose, je ne pensais juste pas qu'ils comprendraient ce que cette nuit signifiait. Ce que ça coûte?
ou comment je n'ai plus jamais été la même après. Après cette mission, le nom s'est propagé plus vite que je ne l'imaginais. Les rumeurs ont circulé, d'abord dans mon unité, puis à travers la base, et éventuellement dans d'autres escadrons. Reine de la Faucheuse a commencé à apparaître sur les fiches d'appel et les murs des vestiaires comme une sorte de légende. J'étais à un briefing de commandement quelques mois plus tard. À 3219 km de ma base d'origine, quand un général que je n'avais jamais rencontré m'a fait un signe de tête au milieu de sa conférence. Nos opérations de vol de combat devraient s'inspirer de ce playbook, a-t-il dit. Le changement dans la salle a été immédiat. C'est là que j'ai su que le nom avait dépassé mon unité. Ce n'était pas à propos de moi, c'était à propos du standard de travail que j'avais établi. Je ne l'ai jamais demandé. Je ne me suis jamais présentée comme ça. Mais chaque fois que quelqu'un le disait, il y avait un changement dans leur ton. Une lueur de respect qui venait sans question ni doute. Il y avait des moments où ça ressemblait presque à une double vie. Sur la base, les gens hochaient la tête quand je passais. Des pilotes que je n'avais jamais rencontrés saluaient, avec un peu plus de netteté. Mais dès que je rentrais à la maison, c'était comme appuyer sur un interrupteur. Personne dans ma famille ne savait. Je le gardais comme ça exprès. Pas parce que je cachais, mais parce que je ne voulais pas que ce nom devienne une histoire qu'il pourrait tordre en quelque chose de banal. Je n'avais pas besoin de le voir devenir une anecdote entre bières. Oh, Isabelle? Ouais, elle a un surnom au travail. Quelque chose avec une faucheuse. Je pouvais déjà les entendre rire comme si c'était mignon. Donc je les laissais penser que j'étais en arrière-plan. La cousine silencieuse. La pousseuse de papier. C'était plus facile que d'expliquer pourquoi je ne dormais jamais bien. Pourquoi je fixais trop longtemps les cieux vides. Pourquoi je sursautais quand j'entendais le mauvais genre de silence. Et parfois, je me demandais si garder tout ça pour moi n'était pas juste un autre genre de fardeau. Porter ce nom comme un secret en métal, gagné dans le feu mais caché dans l'ombre. Pourtant, je ne l'ai jamais regretté. Ceux qui avaient besoin de savoir le savaient déjà. La basse, dans ce monde, reine de la faucheuse signifiait quelque chose. À la maison, Isabelle était suffisant. L'appel est arrivé juste au moment où je posais mon verre. Mon téléphone a vibré 2 fois. Le motif de vibration distincte que j'avais assigné aux alertes de la base. Je me suis excusée de la table et je suis allée vers l'allée, loin du bruit et de l'odeur de la viande grillée. Ce n'était rien de dramatique. Juste une demande rapide de confirmation d'horaire. Quelque chose qui aurait pu attendre, mais qui semblait toujours urgent sur le moment. J'ai répondu, géré ça en moins d'1 minute, et je me suis tournée pour revenir. En marchant vers la terrasse, j'ai sorti mes clés de ma poche. Elles ont tinté pendant que je les faisais tourner sur mon doigt. Et c'est là que c'est arrivé. Frank a vu l'étiquette. Un petit porte-clés en métal. À peine la taille d'une plaque d'identification. Avec des lettres noires qui disaient « Reaper Queen ». J'ai accroché les clés à ma boucle de ceinture et je me suis assise comme si de rien n'était. Mais je pouvais sentir ses yeux sur moi, cherchant, essayant de relier des points qu'il ne savait pas être là avant. Il s'est penché en arrière légèrement, les sourcils froncés, les yeux fixés sur la petite étiquette. « Où as-tu eu ça » a-t-il demandé, la voix plus basse et dépourvue de son volume habituel. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ce nom, ce indicatif d'appel, ça signifiait quelque chose pour lui. Pour la première fois de la journée, il n'était plus le gars le plus bruyant à la table. Frank s'est levé si soudainement que sa chaise a raclé bruyamment contre le béton de la terrasse. Son visage était devenu pâle, comme si le sang s'était vidé d'un coup. Les yeux fixés sur moi, puis sur l'étiquette de clé toujours accrochée à ma ceinture. « Tu es la reine de la faucheuse » d'une manière que je n'avais jamais entendue de sa part. Toute la table s'est tue, les fourchettes suspendues en l'air, les conversations mortes dans leur élan. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête une fois, calmement et fermement. C'était tout ce qu'il fallait. Il a cligné des yeux rapidement, puis a regardé ses mains comme si elles n'étaient plus les siennes. Pour sortir l'équipe de dons, sa voix était à peine au-dessus d'un murmure maintenant. « C'était toi » J'ai hoché la tête à nouveau, cette fois plus lentement. Ouais, c'était moi. Il avait l'air d'avoir été frappé par une vague qu'il n'avait pas vue venir. Le bravache. L'acidité disparue.
À leur place, quelque chose de plus doux, presque révérentiel. Il a dit qu'elle volait comme la mort avec des ailes. On pensait tous qu'il exagérait. Frank a expiré, et s'est assis lourdement, comme si ses jambes l'avaient lâché. Personne n'a dit un mot. Les enfants continuaient à jouer en arrière-plan, béatement inconscients. Mais chaque adulte à cette table me fixait maintenant. Pas avec confusion, mais avec autre chose. Une sorte de respect stupéfait, à l'intérieur. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas fière. Je me sentais exposée, comme si la seule partie de ma vie que je gardais en sécurité avait été placée sous un microscope. Frank a secoué la tête lentement. Je t'ai traité comme une gratte-papier. Tout ce temps? Et tu es là-bas à faire ça? Sa voix s'est brisée à nouveau. Et pendant une seconde, il paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. J'ai rencontré ses yeux, calmes et égales. Tu ne savais pas, c'est ok. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas le cas. Après ce jour, les choses ont changé. Pas de manière bruyante ou évidente, mais je l'ai senti dans les petits moments. La façon dont Frank me saluait en premier quand j'arrivais. La façon dont ma tante a arrêté de demander ce que je faisais et a commencé à demander comment je tenais le coup. Il n'a jamais reparlé du surnom, pas directement. Mais, quelques semaines plus tard, il m'a tendu une pièce, une de ces vieilles pièces de défi des Marines, et n'a rien dit en la passant dans ma paume. Je n'avais pas besoin de mots. Ce geste m'a tout dit. J'ai commencé à entendre mon nom avec des tons différents, pas à la manière négligente dont les gens lancent une étiquette. Il y avait du poids maintenant. Une pause, une réflexion, parfois même de la fierté. Et je n'ai rien fait de différent. J'arrivais encore en retard quand le devoir appelait. Je partais encore tôt si le téléphone vibrait. Mais je ne me fondais plus dans l'arrière-plan. Je ne prétendais plus que leurs histoires comptaient plus que la mienne. Je les laissais me voir. Pas le grade, pas l'indicatif. Juste Isabelle, la femme qui se présentait, qui faisait son boulot, qui ne demandait rien mais montrait qu'elle valait quelque chose quand même. Frank s'est excusé une fois, à sa manière. Nous étions à nouveau près du grill, des mois plus tard. Il m'a tendu un burger et a dit « Sacrée chose que tu as faite là-bas ». Puis il m'a regardé dans les yeux. J'aurais dû mieux savoir. J'ai juste hoché la tête et dit « Le passé est clair, oncle Frank, maintenant tu sais. » Le respect n'était plus quelque chose que j'attendais. Je le portais dans ma façon de marcher, de écouter, de tenir ma position. Je n'ai pas élevé la voix pour le gagner. Je suis juste restée solide. Et avec le temps, ils s'y sont adaptés. Je n'avais pas besoin qu'ils m'appellent reine de la faucheuse. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent chaque détail. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent de regarder à travers moi. En rétrospect, j'ai réalisé quelque chose de simple. On n'obtient pas toujours le crédit qu'on mérite, du moins pas quand on le veut. Mais quand on se présente comme son vrai soi, encore et encore, sans s'excuser, le monde finit par s'en rendre compte. Le respect n'est pas donné, il est révélé. Et quand on vit dans sa vérité assez longtemps, il devient impossible à ignorer.